le premier aspect, l'aspect politique. Prenons d'abord le premier aspect, l'aspect politique. On repart maintenant dans Apocalypse chapitre 17 au verset 1er à 2. Apocalypse chapitre 17 verset 1 à 2. On va maintenant voir comment la terre là est détruite par l'aspect politique. Et on va remarquer que l'aspect politique est beaucoup lié à l'aspect économique. Mais on va d'abord s'arrêter typiquement à l'aspect politique et après on va aller à l'aspect économique. On va aller pas à pas. On va aller Apocalypse 17 au verset 1 à 2. On dit ici, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes vint et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. C'est avec elle que les rois de la terre se sont livrés à l'impudicité et c'est du vin de son impudicité que les habitants de la terre se sont enivrés. Ici, on va d'abord s'arrêter à l'aspect politique. Frère, Jésus avait écouté comment Satan lui avait dit, les royaumes de ce monde, la puissance, je la donne à qui je veux. Je la donne à qui je veux. Quand on parle de royaume, on parle de dirigeants. Quand on parle de dirigeants, on parle de la politique. Puisque c'est l'aspect politique qui dirige ce monde-là. Regardez par exemple dans les pays, même le milliardaire n'est pas plus influent que le président. L'homme le plus riche d'un pays n'est pas plus influent que le président. Pourquoi? En réalité parce que le président a l'autorité discrétionnaire. Il a l'autorité discrétionnaire, le pouvoir exécutif. Dans un pays, nous avons le pouvoir législatif. C'est le pouvoir qui est représenté par les députés, les représentants du peuple. En un mot, c'est le pouvoir au peuple normalement, le pouvoir législatif. Le peuple élit des représentants qui vont maintenant défendre des lois à l'Assemblée nationale. Ça, c'est le pouvoir exécutif. Ça, c'est pour les représentants du peuple. On a le pouvoir judiciaire. Ça, c'est pour les magistrats, les hommes de la justice qui font appliquer la loi. Et on a maintenant le pouvoir exécutif. En réalité, ces pouvoirs sont séparés pour pouvoir permettre un équilibre dans un pays. Mais vous allez remarquer que dans ce monde, le pouvoir exécutif a tendance à avoir le dessus sur le pouvoir législatif et judiciaire. Exemple, le président a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Ça montre que même les représentants du peuple qui sont là ne sont pas plus influents que le président. Le président à lui seul est une institution. Il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée nationale. Donc même les députés qui crient à gauche, à droite, là, le président peut arriver un bon matin, il dissout tout ça là. Il y a des pays où le président nomme les magistrats. Il nomme les magistrats. Ça veut dire le président a un pouvoir particulier. Le président a le pouvoir de faire la grâce présidentielle, de gracier des condamnés. Il a ce pouvoir. Donc il veut un bon matin, il se met à gracier les gens. Le président a le pouvoir de mettre le pays en état d'urgence, en état d'alerte. Ça veut dire qu'il est capable de bloquer, de dissoudre les institutions. En cas de situation particulière, le président a les prérogatives de pouvoir mettre tout un pays en état d'urgence, en état d'alerte. On dissout les lois. C'est maintenant dire qu'il gère maintenant le pays avec des décrets. Tout ça là, un seul individu qui peut gérer ça. La politique.
Voici pourquoi quand Satan gère le monde là, il ne peut pas gérer le monde avec n'importe qui. Il part coopter les dirigeants de ce monde. Parce que ce sont les dirigeants de ce monde qui seront bien placés pour faire voter des lois qui vont à la contradiction de la parole de Dieu pour aller tout droit vers l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Parce qu'il y a un nouvel ordre mondial qui est en train d'arriver. Et il faut des hommes qui dirigent le monde, il faut des autorités, des politiciens, des rois, des présidents pour pouvoir travailler à l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Voici pourquoi François Hollande s'est levé un bon matin, il a commencé à légaliser l'homosexualité en France. Un bon matin, il a fallu un président pour venir faire ça. Barack Obama s'est levé un bon matin, il légalise l'homosexualité aux États-Unis. Il fallait un président pour faire ça. Pareil dans beaucoup de pays au monde. Des présidents se lèvent pour dépénaliser l'homosexualité. Ils se lèvent maintenant pour pouvoir maintenant amener des choses terribles. Voici pourquoi, frères et sœurs, si tu veux bien servir Dieu en pain, honnêtement, ne mets pas ta foi dans la politique de ce monde-là. Opposition, majorité, démocrate, républicain, socialiste, etc., etc. Apocalypse nous dit, ils ont tous un même dessein et ils donnent leur royauté à la bête. On peut lire ça. Apocalypse chapitre 17 au verset 13. Apocalypse 17 au verset 13. Écrivez ça en commentaire, il est écrit ici. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur royauté à la bête. Ils ont un même dessein. Ça veut dire tous les dirigeants de ce monde sont en train d'aller vers l'établissement d'un nouvel ordre mondial. Cet ordre mondial qui prépare la venue de l'Antichrist. L'Antichrist arrive. Dans peu de temps, l'Église va disparaître, il va apparaître. Mais avant qu'il n'apparaisse, Satan travaille déjà avec les dirigeants de ce monde pour établir, pour préparer déjà les prémices du nouvel ordre mondial. Voici pourquoi, regardez un peu ce qui se passe en Europe actuellement. En Europe, vous ne le remarquez pas. Mais depuis quelques années, il y a le World Economic Forum économique mondial qui forme, ils ont une école où ils forment des jeunes politiciens et remarquez depuis quelques années, beaucoup de dirigeants qui arrivent à la tête des pays occidentaux là, la France, l'Allemagne, la Pologne, le Canada, beaucoup de ces pays-là viennent de l'école du World Economic Forum mondial. Ça veut dire, les dirigeants de ce monde ont maintenant tout un cercle dans lequel ils forment des futurs dirigeants. Pourquoi? Parce que ces dirigeants-là viennent pour préparer tout le plan qu'ils ont déjà tracé pour les années à venir. Nicolas Sarkozy, il est passé par là-bas. Angela Merkel est passée par là-bas. Justin Trudeau est passé par là-bas. Les gens comme Emmanuel Macron sont tous de là-bas. World Economic Forum. Et qui a à sa tête Claude, il s'appelle Monsieur Schwab. Monsieur Schwab. C'est là d'où ils préparent les choses à venir. Ils veulent faire disparaître la monnaie papier, ils préparent ça là-bas. Ils veulent financer des choses terribles, ils préparent ça là-bas. Et c'est là-bas qu'ils forment les dirigeants qu'ils envoient dans nos pays, dans les pays occidentaux là, pour venir diriger. On ne se demande pas comment des gens font pour arriver au pouvoir. Macron, un bon matin, quelqu'un est venu bousculer la politique française. En France, on savait tous qu'il y avait la gauche et la droite, les républicains et les socialistes. Quelqu'un, un bon matin, je crois en 2016, il est venu renverser tout cela. On ne sait pas qui l'a financé. On ne sait pas comment les médias ont commencé à faire pour le chuchoter. C'est devenu maintenant le chouchou des médias. Un jeune qui a apparu comme ça là, derrière François Hollande pendant son mandat, il a démissionné et il a commencé à préparer toute une campagne, toute une vague. Pour vous, il est fort. Mais laissez-moi vous dire, ce sont des gens qui sont déjà préparés dans l'ombre depuis.
Vous voyez jeune, oh c'est un jeune, il est jeune, ça c'est le sang frère, il est dynamique. Il n'y a pas de dynamisme frère. C'est un jeu politique. Ce sont des gens qu'on prépare depuis dans l'ombre. Ils sont bien en préparation avec les médias, ils ont des financements, ils ont des contacts, ils ont des aides, ils ont des cercles. Parce que Satan fait tout pour gérer la politique de ce monde. Voici pourquoi quand un président ne marche pas selon leur mouvement là, ils font tout pour lui mettre les bâtons dans les roues, à l'exemple de Donald Trump aux États-Unis. Quand Trump est arrivé, Trump a commencé à vouloir lutter contre le système opaque qu'il y a aux États-Unis, le Deep State. Le Deep State aux États-Unis, c'est l'État profond. Les États-Unis ne sont pas dirigés par le président de la République. Frères et sœurs, États-Unis, c'est pas Joe Biden qui dirige les États-Unis. C'est pas lui qui dirige ça. Ceux qui dirigent les États-Unis, c'est tout un cercle avec des grandes familles comme les Rockefeller et d'autres familles. Et ils sont en connivence avec la CIA et beaucoup d'institutions bien opaques, bien secrètes aux États-Unis là-bas. Ce sont eux qui dirigent les États-Unis. Les présidents, c'est juste des gens qu'on vient exposer en lumière pour dire en tout qu'on est dans la démocratie. Mais en réalité, il y a des mains noires qui gèrent la politique américaine. Et c'est la même chose pour la France, l'Europe et un peu partout. Et c'est ce qu'ils ont aussi amené en Afrique ici. Vous voyez des présidents, ce n'est pas eux qui dirigent ces pays-là. Ils sont déjà bien encerclés. Ils sont déjà bien travaillés dans des cercles fermés, des réseaux. À l'exemple de la franc-maçonnerie. Plusieurs dirigeants africains ont été forcés de rentrer dans la franc-maçonnerie pour pouvoir faire de la politique, pour pouvoir accéder au pouvoir. Pourquoi? Parce que la franc-maçonnerie aussi est un bras de l'impérialisme occidental. De la même manière qu'ils gèrent les États là-bas avec des réseaux fermés, ils ont également amené ça ici en Afrique avec des réseaux fermés tels que la franc-maçonnerie. Parce que dans la franc-maçonnerie, celui qui est élu à la tête d'un pays, il va d'abord gérer pour les intérêts de ceux qui l'ont amené au pouvoir. Ça, ce sont les réalités de notre époque-là. C'est très grave, frères et sœurs. La politique de ce monde est gérée par le diable. Et le diable a mis en place un système sur l'aspect politique, économique, religieux et culturel qui fait que, frères et sœurs, le monde là est sous la puissance du malin à presque tous les niveaux. À presque tous les niveaux. Ça, c'est l'aspect politique. Voici pourquoi vous voyez, il ne faut pas les en vouloir, frères. Eux-mêmes là, ils ont les mains liées. Comment quelqu'un, il est en campagne, il va promettre tous les merveilles du monde au peuple. Quand il arrive au pouvoir, il n'arrive même pas à réaliser même un tiers de toutes ses promesses. Vous êtes vraiment sûr que nos présidents là ne voient pas la pauvreté qu'il y a dans beaucoup de pays? Est-ce que vous êtes vraiment sûr que les présidents ne voient pas la pauvreté des populations? Comment des gens manquent d'eau? Des gens manquent des routes. Donc vous êtes vraiment sûr qu'ils ne voient pas ça? Non, de vous à moi. Comment un simple citoyen connaît que dans son pays, il n'y a pas de route dans telle province, dans telle ville? Mais le président de la République, l'homme le plus informé du pays, ne va pas connaître qu'il y a des manques de routes dans son pays? Donc de vous à moi, posons-nous des questions normales un peu. Le président a le plus grand service de renseignement du pays. Il nous surveille. Même sur les lives comme ça, ils ont des gens qui suivent les lives parce qu'ils ont un service de renseignement ça veut dire bien établi. Ils sont dans des quartiers, dans des groupes, ils vont dans des églises, service de renseignement. Hein. Ils vont dans des cultes, ils sont assis, vous les voyez, ils sont assis, service de renseignement. Dans des manifestations, ils sont dans des entreprises, ils sont sur des réseaux sociaux. Ma question, est-ce que le président qui est l'homme le plus informé dans un pays ne peut pas savoir que des gens manquent d'eau dans tel village?
Les gens n'ont pas de routes. Il n'y a pas des écoles. Ils savent. Seulement, ils sont parfois liés. Quand ils viennent s'asseoir au fauteuil, on leur fait comprendre que tu n'es pas là pour ton peuple. Tu es là pour participer à quelque chose qui te dépasse. L'établissement d'un nouvel ordre mondial. Voici pourquoi les intérêts sont d'abord pour ceux qui les ont amenés là, pas pour le peuple. C'est juste du théâtre que vous voyez souvent là. Élections, à gauche, à droite, les votes, démocratie. Vous croyez vraiment aux élections? Donc vous croyez vraiment aux élections? Même en Europe, pas seulement en Afrique, même en Europe, ces Européens qui viennent nous faire croire qu'eux sont démocrates, même en Europe, vous croyez vraiment aux élections? Frères et sœurs, ce monde est géré. Ce monde est géré. La politique de ce monde est entre les mains du diable et de tous ceux qui le servent. Ils sont là pour amener le monde dans le chaos. Parce que ce chaos-là, c'est l'établissement du nouvel ordre mondial qui contredit la parole de Dieu. Qui contredit la parole de Dieu. Voici pourquoi il y a tout ce que vous voyez qui est mis en place ici. Là. Tout ceci pour montrer en fait que Satan gère le monde sous l'aspect économique, sur l'aspect politique plutôt. Allons-y maintenant sur l'aspect économique. Après avoir vu l'aspect politique, allons-y maintenant un peu voir l'aspect économique. Allons-y voir. On va maintenant voir au verset 3 à 4. Au verset 3 à 4. Allons-y voir. Apocalypse 17, verset 3 à 4. On va maintenant voir l'aspect économique par lequel Satan gère le monde là. Il est écrit ici dans Apocalypse chapitre 17, verset 3 à 4. Il me transporta en esprit dans un désert, et j'ai vu une femme assise, et sur une bête écarlate, plein de noms de blasphème, ayant 7 têtes et 10 cornes. Au verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa coupe une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Donc on dit ici au verset 4, cette femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, et parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait dans sa main une coupe d'or remplie d'abominations et des impuretés de sa prostitution. Allons-y voir les éléments particulier qu'on retrouve sur cette femme-là. On dit, elle était vêtue. Pourquoi on parle de vêtue? Pourquoi on parle de vêtue? Parce que le vêtement symbolise le niveau de prospérité de quelqu'un parfois. Le vêtement la symbolise. Voici pourquoi on dit, elle était vêtue de pourpre et d'écarlate. On parle ici des habits précieux, chers, et parés d'or, de pierres précieuses et de perles. Cette femme-là, je me pose la question, où a-t-elle trouvé toute cette richesse? Frères et sœurs, la Bible nous enseigne que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Nous le connaissons dans la parole. Mais subitement, on voit une femme qui est riche. Elle est parée d'or. Cette femme-là, qui s'enivre de l'impudicité des abominations avec les rois de la terre. Frères et sœurs, c'est l'aspect économique de la gestion de ce monde par le diable qui détruit la terre. Alors, frères et sœurs, quand Dieu a établi le travail à la base, Dieu a établi le travail pour la survie de l'homme. On va maintenant dans l'aspect économique. Pour ceux qui notent,
Je vous ai souvent dit, notez les prédications comme des enseignements. Tu prends ton bloc-notes, tu notes. On a vu un, aspect politique, tu notes les versets, tu notes les phrases qui te touchent. On est maintenant à 2, aspect économique. Pour bien relire l'enseignement après. On est maintenant à 2, l'aspect économique, frères et sœurs. Comme je disais, nous savons que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Comment se fait-il alors qu'une prostituée, un système qui gère le monde actuellement, se retrouve avec tout cet argent, toute cette richesse-là? On va répartir depuis le commencement pour voir la progression, frère. Alors, frères et sœurs, quand Dieu a établi le travail, il a établi le travail pour la survie de l'homme. Ça veut dire, l'homme travaillait pour sa survie, pour le nécessaire. Parce qu'on mange pour vivre. Il faut travailler pour manger et on mange pour vivre. Voici pourquoi dans Genèse, Dieu fait comprendre quelque chose à Adam. Quand il punit Adam maintenant, on va aller lire Genèse chapitre 3. Voilà. Genèse chapitre 3 au verset 17. Genèse 3 au verset 17. Il est écrit ici, il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol. On dit ici, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. En réalité, à la base, quand on parle du travail, nous parlons de l'activité qui permet à l'homme de chercher de quoi survivre par l'alimentation, par la nourriture, par se nourrir, le fait de se nourrir en fait. Donc quand nous travaillons à la base, nous ne travaillons pas pour devenir des milliardaires. Dans la pensée de Dieu, à la base, le travail est là pour permettre à l'homme de ne pas mourir de faim. Puisque dans Genèse, il n'avait pas trop d'efforts à faire avant le péché. Mais après le péché, le sol a été maudit. De telle sorte à ce qu'il faut maintenant que l'homme travaille maintenant dur pour pouvoir avoir de quoi se nourrir. C'est tout à fait normal. Maintenant de là, on pouvait avoir de surplus qui nous permettait de faire le commerce, mais dans le strict respect de la terre et du monde dans lequel nous sommes. Voici pourquoi, il y a encore des siècles, les hommes faisaient le troc avant que la monnaie n'arrive, les échanges monnaie n'arrivent. Puisque avant des billets, avant la monnaie là, on fait d'abord du troc. Les origines de la monnaie, de l'argent que nous avons, commencent avec le troc. Il y a des siècles, il y a des millénaires. Ça veut dire, si moi par exemple, j'ai des fruits, toi tu as des animaux, je veux manger des animaux, toi tu veux manger des fruits, on fait des échanges. Les valeurs étaient d'abord juste symboliques par rapport aux besoins. On fait des échanges. Donc toi tu cultives, toi tu élèves, toi tu fais telle chose ou telle chose. C'est comme ça que ça vient. Maintenant, au fur et à mesure, comme les échanges commençaient maintenant à se multiplier et à se diversifier, on ne pouvait plus à tout moment transporter les produits, que ce soit le bétail, que ce soit de la nourriture, des choses à transporter. Il fallait maintenant quelque chose qui permette d'évaluer la valeur des produits que l'on veut commercer. C'est là d'où on a commencé à avoir la monnaie, mais sous forme métallique, des pièces d'or. Voici pourquoi l'or a été anciennement le moyen par lequel on faisait des échanges. L'or était la première monnaie.
De la même manière que toi, tu pars acheter quelque chose chez le boutiquier, dans un magasin, c'était d'abord l'or qui permettait les échanges. On évaluait en fonction des produits et on échangeait avec de l'or. Ça veut dire, si moi j'ai du bétail difficile à transporter, je peux avoir de l'or pour pouvoir acheter ce que je veux. Et de la même manière, toi, tu vas aussi utiliser cet or pour acheter autre chose. Et au fur et à mesure, quand l'or aussi devient de plus en plus compliqué, puisque si je vais acheter beaucoup de choses, il va me falloir avoir beaucoup d'argent, beaucoup d'or. On a maintenant mis en place quelque chose qui permet d'évaluer l'or, qui permet d'évaluer les devises que nous avons. Ça veut dire quoi? Nous avons une quantité de stock d'or, par exemple, mais nous voulons acheter des choses, nous voulons faire tourner une économie. Mais cet or-là, c'est une quantité et on ne peut pas circuler avec partout. Et c'est aussi cette quantité qui fait la base, la garantie de la stabilité économique. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut maintenant chercher un élément plus léger qui nous permet, qui est garanti et soutenu par le stock d'or et sur laquelle on met les valeurs. Ça veut dire quoi? Si par exemple, je veux acheter quelque chose qui coûte 1000 francs, puisque nous avons des stocks d'or qui garantissent la viabilité du papier que je vais utiliser, on met 1000 francs sur le papier et ce sont ces 1000 francs, 1000 euros, 500 euros, ce que vous voulez, qui permettent maintenant que je pars acheter quelque chose. En réalité, le papier n'a aucune valeur. Ce qui a de la valeur, c'est l'or. Ce sont les objets précieux que les États ont dans des banques qui font le vrai argent, la vraie richesse du pays. Le papier, lui, n'a aucune valeur. Voici pourquoi il y a des pays, parfois, quand ils rentrent en récession, on fait la dévaluation de la monnaie. Quand on fait la dévaluation de la monnaie, c'est-à-dire que c'est l'or là-bas qui a pris un coup par rapport à sa valeur, le papier directement dégringole. Voici pourquoi vous pouvez remarquer au Venezuela, par exemple, là-bas, quelqu'un peut avoir une bassine de billets pour acheter seulement un pain. Quelqu'un peut avoir une bassine de billets pour acheter seulement un seul pain. La monnaie a été dévaluée. Pourquoi? Le papier en lui n'est rien. Mais c'est le stock que les gens ont qui soit est monté en valeur ou encore diminue en valeur. C'est pour dire à quelqu'un que quand on parle de l'argent, la richesse, cela vient de loin. Maintenant, aujourd'hui, la manière dont Dieu a établi ces choses-là n'est pas la manière dont Satan gère cela aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant, on faisait du commerce propre. Le commerce n'impactait pas la nature. L'économie n'impactait pas la vie des gens. L'économie était propre. C'était pour les besoins des uns et des autres. Une prospérité pure, saine, partagée. Qu'est-ce qui s'est passé, frères et sœurs? Il y a eu la révolution ou encore les révolutions industrielles. Ce sont les révolutions industrielles qui ont conduit à l'industrialisation des pays, des nations, des sociétés. Or, l'industrialisation des sociétés a amené beaucoup de choses qui participent aujourd'hui à la destruction de la terre. Attention, frères et sœurs, notre thème est ceux qui détruisent la terre. Première révolution industrielle. Deuxième révolution industrielle. Les révolutions industrielles ont commencé principalement en Grande-Bretagne, au Royaume-Uni, avec la mécanisation dans la production de beaucoup de choses. C'est dans le domaine de l'agriculture précisément que ça a commencé. On a commencé avec la standardisation et la pasteurisation, toutes ces choses-là. Ça veut dire la mécanisation est arrivée dans l'agriculture, ce qui a permis à ce que les productions puissent s'augmenter. À l'époque, les gens faisaient l'agriculture en Europe avec les outils archaïques.
Ça veut dire, c'est vraiment l'agriculture traditionnelle. Il faut racler avec des vieux outils, etc., etc. Maintenant, il y a eu des inventeurs qui ont inventé des machines. Et ces machines ont conduit directement à la mécanisation dans l'agriculture. Ça veut dire, les espaces agricoles se sont étendus et la production a commencé à augmenter. C'est là où maintenant on a vraiment vu comment l'Europe a commencé à s'industrialiser. Cela a commencé dans l'agriculture. Et de là maintenant il y a eu des inventions. À l'exemple de la locomotive, à l'exemple même de la vie sociétale. La lumière a été inventée, les ampoules, beaucoup de choses. La pédale, la voiture a été inventée, l'avion, beaucoup de choses. Toutes ces choses-là, c'est bien, puisque ça a amélioré beaucoup de choses dans la vie sociale. Seulement, il y a un problème. Quand l'industrialisation est arrivée, la base c'était améliorer le travail et la productivité. Ce n'était pas maintenant mettre en place un système économique capitaliste